sur la Redetel, voire avoir la chance de participer à un projet européen, ça paraît difficile d'accès. Et effectivement, on a rencontré le Pays Doré, on a rencontré Marion et on a pu avancer sur la faisabilité d'un projet qui, euh, qui nous tient à cœur parce il est positionné sur le territoire avec les ostréiculteurs. Et l'objectif étant d'améliorer la qualité de l'eau, de passer à l'électrique sur le parc ostréicole. Donc voilà, des thématiques qui nous animent tous. Donc voilà, voilà, assez heureux finalement, ça se fait assez facilement. C'est ça le message que je tiens à dire. Et puis des personnes très accessibles pour des projets qui paraissent complexes tant qu'on ne les a pas portés. Voilà. Donc, je vais essayer de partager une petite présentation de 10 pages. Sincèrement, vous n'hésitez pas à, voilà, poser des questions, le but étant que ça soit le plus interactif possible. Hop, partager. C'est bon, ça s'affiche bien? Super. Donc, hop, si je commence par la dernière planche, c'est pas terrible. Donc, le programme, on l'a appelé RCO, donc énergie renouvelable au service des exploitations ostréicoles de la Riletel. Donc, dedans, on retrouve en fait des ostréiculteurs avec la volonté d'inclure le syndicat ostréicole de la Riletel. Donc, on a organisé différentes réunions avec eux pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de l'eau et voilà le bilan carbone de ces installations. On a travaillé avec le CRC, donc le comité régional de la conchyliculture, le Pays Doré, évidemment, et de travailler. Donc, le projet, c'est vraiment d'arriver à, à faire des audits énergétiques chez les ostréiculteurs. Ça, c'est la première étape. Et le but du jeu, c'est de voir comment on pourrait utiliser pour leur déplacement une barge électrique, mais qui serait renouvelée avec de l'électricité produite sur le territoire, donc avec des panneaux solaires et une hydrolienne devant le chantier. Donc l'idée, c'est de montrer que c'est possible. Ouais. Euh, Mais ça, c'est des feutres hyper chers, hein, donc c'est pas pour. Enfin, je veux dire, tu les perds pas. Tu les perds de, pas de, et tu peux de sortir. Là, par contre, ils sont pourris, c'est un petit peu ça. de pouvoir travailler en fait avec les ostréiculteurs et montrer qu'il y a une facilité C'est bien ça. de travail et voilà, de consommer en fait l'énergie qui provient de la réalité. Donc le constat, c'est qu'il y a un secteur qui est extrêmement dépendant d'un milieu qui est fragile. On a vu le passage en catégorie B malheureusement de la réalité en qualité d'eau, qui est sensible. On a un milieu, en fait, on dispose de nombreuses possibilités. Voilà, là, je suis face à l'arrêt d'étel et je vois l'énergie du courant. On se dit que c'est l'énergie gratuite qui est produite et qu'on n'utilise pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie? Sur l'arrêt d'étel, on a une cinquantaine d'installations ostréicoles. Donc, on peut effectivement les auditer et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un territoire pour essayer de mutualiser des compétences et essayer de démontrer et essayer d'ouvrir de nouveaux schémas d'utilisation de cette énergie. Donc, on a fait 3 phases. Donc, ça, c'est vraiment fait en concertation avec les ostréiculteurs. On a été au-delà. On a aussi inclus certaines administrations utilisatrices de la Rélitel. Donc, la première phase, c'est de définir les besoins énergétiques des exploitations ostréicoles et d'estimer en fait ce qui serait possible en termes de panneaux solaires, en termes d'hydrolien devant leur parc et de voir ce qu'on pourrait produire localement pour alimenter leurs installations. Ensuite, on a la phase 2, c'était d'avoir une station d'énergie propre sur l'arrêt d'Etel avec une installation solaire
et une hydrolienne qui permettrait de disposer de 20 à 25 kWh sur le parc. Et la troisième phase, c'est de passer réellement dans la partie opérationnelle, c'est de construire une barge ostréicole électrique qui serait alimentée justement par cette énergie propre et que cette barge elle soit utilisée par les ostréiculteurs de la Redétel et d'ailleurs pour avoir un retour, pour connaître leur façon de l'utiliser et d'avoir leur retour, voilà, que ce soit un projet partagé qui améliore la connaissance du territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette partie-là ou je continue. Moi, j'aurais juste une question. Vous m'entendez là? Parfaitement. Oui. L'hydrolienne qui avait les essais de l'hydrolienne il y a quelques années là sous le pont, elle est toujours en service, non? Alors, on la retirait, on la retire en fait pendant les phases. La commission nautique nous demande de la retirer dans les phases où il y a une activité touristique. Donc, en ce moment, on a une petite hydrolienne. Donc, cette hydrolienne qui avait été testée sera remise à l'eau justement pas tout de suite, ça sera à partir de fin septembre 2021. Mais de toute façon, ça a donné entière satisfaction, quoi, hein, Oui, ça fonctionne très. on a produit environ, sur une hydrolienne d'1,50 m, on produisait en moyenne 20-25 kilowatts par heure. Ouais, c'est Voilà, quand même très intéressant et pour un coût d'entretien relativement faible, quoi. qui était faible. Et puis, moi, ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette première expérimentation, c'était de voir l'impact. On a mis une webcam sur l'hydrolienne, et c'était de voir le comportement des poissons et des crustacés par rapport à cette hydrolienne. C'était de voir comment le bar, la dorade, voilà, tous ces poissons-là se comportaient par rapport à ça. Voilà, il y a une anecdote que j'adore, c'était la morgate. La morgate, elle passait dans l'hydrolienne. Elle trouvait ça rigolo, tellement rigolo qu'elle faisait un deuxième tour d'hydrolienne. C'est-à-dire qu'elle refaisait le tour et elle repassait dans l'hydrolienne. Donc c'est amusant qu'effectivement ces énergies renouvelables, enfin elles ont pas d'impact, au contraire sur la faune et la flore qui nous sont chères, quoi. Donc on peut imaginer à une plus grande échelle, hein, dans des endroits un peu similaires à la Ria d'Etel. Voilà, maintenant c'est une autre histoire, mais le système est très intéressant. Bah, Merci. on y croit en fait. Là, typiquement, on a une hydrolienne de 66 centimètres de diamètre qui est sous notre ponton. Et en fait, on alimente tout le chantier naval avec cette petite hydrolienne. Et on est autonome. Donc, les bateaux, le chauffage, tout est produit avec ce courant magnifique qu'on a en Rie-d'Etel. Et aucun impact sur les oiseaux. Vous Non, voyez où je veux en venir. non, mais ça, voilà, ça c'est un autre sujet. Merci. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement c'est du travail de longue haleine, mais qu'on arrive à apprendre à vivre avec, qu'on ait plus de préjugés par rapport à ça, que les écoles voient l'hydrolienne, que la touchent et voient réellement ce que c'est, et qu'on arrive à démystifier un peu ces objets-là. Et effectivement, si on peut proposer une alternative aux énergies carbonées, c'est bien. Voilà. Merci. Donc la phase 2, voilà, j'ai un peu, l'idée c'était effectivement de mettre des panneaux solaires et on voit l'hydrolienne qui avait été testée en 2019. Donc ça sera devant le chantier parce qu'on a une concession maritime. Euh, on a aussi la volonté on est dans un autre projet européen qui est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va tester une hydrolienne de 4 mètres de diamètre à partir de l'automne 2021. Donc, c'est des sujets qui nous intéressent. Et là, ce sera des hydroliennes qui vont produire beaucoup plus, autour de 250 kilowatts. Mais l'idée, c'est voilà, c'est d'arriver à quasiment comme la station-service, c'est d'arriver à venir se recharger en énergie propre et en énergie produite localement.
Donc, voilà, la phase 3, c'est d'aller dans la réalité, parce qu'on a besoin de concrétiser un peu ces innovations. C'est de fabriquer une barge électrique, et de la mettre à disposition des ostréiculteurs pour qu'ils puissent l'utiliser et nous fassent un retour sur cette utilisation, sur ses limitations, comment faire évoluer l'usage par rapport à ces nouvelles technologies. Donc, on a, voilà, l'objectif, c'est qu'à l'automne 2021, c'est que les ostréiculteurs de la Rethel testent cette barge et nous donnent leur retour. Donc, en termes d'intervenants, des acteurs et partenaires, donc le porteur, c'est effectivement notre chantier naval, chantier Bretagne Sud. Euh, et en termes de partenaires, on retrouve Guinard Energy, c'est une société qui fait maintenant partie de notre groupe. Le CRC Bretagne Sud et le syndicat ostréicole de la Rethel. Mais voilà, ce que je disais en tout début, j'essaye de le. En fait, c'est possible, hein. C'est ce qui participer à des projets européens le ferme grâce aux équipes du Pays d'Auray. C'est possible. On est dans des. On est accompagné. Enfin voilà, c'est vraiment nous qui étions très, très timides par rapport à tout ça, on a été accompagnés de A à Z, et voilà, j'ai vraiment envie de passer ce message-là. C'est que ce qui fait avancer le territoire, en fait, c'est des histoires de personnes et des belles rencontres. Et là, on y était tous partants dans ce projet-là. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, c'était un peu le dernier mot, mais je vais répondre à vos questions s'il y en a, mais c'est possible. Et voilà, moi, très heureux de démarrer ce projet européen avec tous ces partenaires. Hop, je vais. Merci Yannick, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Alors, s'il n'y en a pas tout de suite, en attendant, moi j'en ai, Yannick. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes en fait dans le projet? Est-ce que voilà, vous avez démarré la phase 1, c'est ça? On a démarré la phase 1. On va travailler avec les ostréiculteurs. On va commencer les audits. Donc ça, c'est premier élément. On va aussi prendre contact avec la commission nautique et avec les affaires maritimes pour la partie autorisation, pour déployer la partie hydrolienne sur le quai. Voilà, donc on va être dans cette phase-là dans le mois qui vient. D'accord. Et combien d'ostréiculteurs sont concernés là par l'étude énergétique du coup sur 48 ostréiculteurs. Ouais, donc il y aura un beau panel. Oui. Oui, justement, j'allais poser la question de comment s'étaient fait les rencontres avec les ostréiculteurs et est-ce que ça a pris tout de suite et quelles étaient leurs attentes par rapport à votre projet? Le projet, en fait, au départ, ça démarre toujours d'une idée. On a rencontré le président des ostréiculteurs de la Rethel, qui a tout de suite adhéré au projet. Ensuite, il y a le CRC qui a été mis dans la boucle. Et ça s'est fait par différentes rencontres. Au début, l'idée, c'était pas tout à fait ça. Au début, on était vraiment sur l'utilisation d'une barge électrique. Et là où j'ai trouvé ça, mais enfin, je me souviens de cette réunion-là encore, et je m'en souviens toute ma vie, c'est qu'ils m'ont dit, c'est bien ton idée de barge électrique, mais allons au bout et essayons de produire de l'énergie propre sur la Rethel. Et là, je me suis dit enfin, c'est des sentinelles de la Rethel, les ostréiculteurs, et enfin voilà, ils sont prêts à l'innovation, ils sont prêts à faire évoluer le territoire, et donc pour répondre à la question, c'est eux qui ont été plus loin que l'idée initiale en voulant boucler le projet, en allant jusqu'à produire de l'énergie sur place. On a une question aussi de Marie Dubois qui demande le budget global du projet.
j'ai pas bien compris la question, je suis désolé. Alors, je la répète, on a une question de Marie Dubois qui demande le budget global du projet. C'est 280 000 euros. Alors, ouais, moi, j'avais un montant un peu plus élevé, Yannick, tu m'excuseras. D'accord. C'est toi qui as le bon chiffre, Marion. Ouais, alors, on est autour de plutôt 300, je voudrais pas dire de bêtises, mais 350 000, il me semble. Hein. D'accord. Ouais, c'est ça, 320 000. Voilà. Bon, on a gagné 40. Il y a une autre question. Connaissiez-vous déjà le programme européen FEAMP ou l'avez-vous découvert en cherchant les financements ou peut-être par les rencontres de territoire que vous évoquiez tout à l'heure? Pour moi, le FEAMP, c'était vraiment lié à la pêche. J'avais vraiment cette association-là. Ça me paraissait... je connaissais la définition, on voyait... enfin, c'est vrai que c'est souvent présenté dans la presse, mais je ne pensais pas que c'était possible et accessible. Effectivement, le FEAMP est accessible pour les ostréicultures. L'ostréiculture, c'est comme ça qu'on a démarré, mais pour moi, c'était quelque chose de lointain qui m'a été, enfin, voilà, que j'ai vu de manière concrète après avec Marion et les équipes. Et je crois que tu es venue à moi par l'intermédiaire de Yannick Perron du lycée maritime d'Etel. Oui. Voilà. C'est le bouche à oreille. Alors, il y a d'autres questions. Recommanderiez-vous le DLAF FEAMP à un ami de Luce de Mangeon, qui est mon homologue du pays de Brest et que je salue? Je recommande clairement, et c'est surtout, en fait, c'est surtout ce que je recommande, c'est de pousser la porte des acteurs de ces projets-là. C'est d'arriver à pousser la porte. Parce que effectivement, on voit partout les projets et autres, mais il y a un moment donné, pour que ça rentre, ce que je conseille, c'est surtout de pousser la porte et d'aller dans l'échange avec les personnes pour voir si c'est éligible. Et là, le projet, il évolue, mais il en reste toujours quelque chose. Donc, oui, je le recommande fortement, oui. Merci, c'était une question piège. Alors, quelqu'un de Ewan Geffroy demande ton email, Yannick. On tâchera de donner les coordonnées des participants si vous en êtes d'accord. Question par rapport à Économie Bleue, prise de parole. Le réseau national, enfin Serge, pardon, du réseau national, peut prendre la parole. Oui, merci à toutes et à tous. Donc Serge du réseau national, alors seul au réseau, on est plusieurs, mais bon là aujourd'hui je suis présent. Une petite question, parce que on a parlé de l'évolution du FEAMPA vers l'économie bleue, donc vers des acteurs plus larges que, on va dire, que simplement le secteur. Ici, on a vraiment un exemple d'économie bleue, c'est-à-dire de tout l'aspect énergétique, d'utilisation de l'espace maritime pour ce volet-là. Et très sincèrement, je trouve que c'est un projet qui est ambassadeur, en tout cas de la manière dont vous l'avez présenté, ambassadeur d'une relation qui peut exister entre les professionnels et puis des secteurs auxquels ils n'ont pas trop l'habitude, avec lesquels ils n'ont pas trop l'habitude de travailler. Donc, tout d'abord, voilà, on voudrait mettre ça en avant et peut-être vous poser la question par rapport à votre ressenti du travail avec le secteur. Qu'est-ce que vous retenez comme expérience, la manière dont le GALPA vous a aidé, qui permettrait d'aller plus loin vers ce type de projet dans un futur FEAMPA qui, à ce qu'on comprend, va donner plus d'opportunités à aller vers ce type de projet. Donc, est-ce qu'il y a déjà des leçons ou peut-être des blocages que vous avez réussi à lever qui seraient intéressants d'identifier pour de futurs types de projets de ce type, pardon. Sur les projets, c'est vraiment l'autorisation d'implantation d'hydroliennes et de panneaux solaires où effectivement, quand on est au bord de l'eau, c'est des choses
qui sont complexes. Dans la loi NOTRe, il a été rajouté le droit à l'expérimentation, ce qui au début, il n'y avait pas le domaine maritime qui avait été inclus. On a réussi à le mettre. Et ce droit à l'expérimentation, il est important parce que ça permet effectivement de tester ce type de choses. Et on rate. Le but, c'est de tester, c'est d'essayer. Donc, d'un point de vue réglementaire, avec cette nouvelle loi, on est quand même, on s'est mis à l'abri et on arrive à avancer. Les verrous, pour moi, ils sont plus, enfin, ils sont plus dans, comment dire, sur l'acceptabilité sociale de ces nouvelles technologies et d'arriver à vivre avec. Voilà, l'hydrolienne, j'ai entendu la question sur l'éolien avec l'impact sur les oiseaux. Sur l'hydrolienne, j'ai eu des milliers de personnes à poser la question pendant des années sur l'effet sushi. Est-ce que les poissons allaient être découpés et ainsi de suite? Est-ce que le bruit des pales allait faire fuir la dorade? Enfin, j'ai eu des questions. Enfin, c'est pour ça que pour moi, ces projets-là, ils sont importants parce que ça permet que les gens touchent, que les écoles touchent, que les enfants pour moi, les meilleurs alliés dans ces nouvelles technologies, c'est les enfants parce que quand ils rentrent chez eux et qu'ils expliquent aux parents qu'ils ont vu, c'est eux qui portent les choses. Voilà. Donc, pour moi, les verrous aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, la loi NOTRe a permis des choses. Et c'est plus le verrou sociétal d'acceptabilité sociale qui est fort. Merci Yannick. Moi, j'ai une dernière question et après, je crois qu'on le temps, voilà, normalement, on est censé passer la vidéo, mais puisque je profite que le réseau national soit représenté par Serge pour poser la question, on est d'accord que là, au niveau national, il n'y a pas d'autres projets de ce type-là. C'est un peu un projet pilote. Oui, à notre connaissance, enfin ma connaissance en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Je pense que des tests, je pense notamment à Arcachon sur des barges électriques, il y a des choses qui ont été testées. Mais sur un programme vraiment je veux dire, holistique de production d'énergie, de boucle, vraiment de cycle de production et utilisation d'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui m'a l'air assez unique, oui. Et il faudrait, à mon avis, je pense, mettre en avant lors de nos prochaines rencontres. Et ouais, Ewan Geoffroy dit même au niveau européen, voilà, ça peut être intéressant à mettre en avant parce que c'est pas courant. Et donc Roland Le Sauce nous dit enjeu énergétique, oui, mais aussi un enjeu industriel pour le Pays d'Auray, puisqu'il y a des emplois derrière, à la clé. Et un dernier commentaire, je suis très content là, que vous ayez mentionné là, ce règlement, enfin la loi NOTRe et puis le droit à l'expérimentation. C'est peut-être quelque chose qui devrait vraiment figurer peut-être à l'échelle des futures stratégies GALPA. Alors c'est certainement déjà le cas dans plusieurs d'entre elles, mais vraiment comme un axe de travail dans les différentes fiches actions, comme étant un guide de sélection de projets, de se rapporter à ce droit d'expérimentation sur le littoral. Ouais. Et je vais vous citer une anecdote, si je peux me permettre, Marion. C'est que dans la loi NOTRe, le droit à l'expérimentation n'avait pas pensé à inclure le domaine maritime. Et je pense que c'est important c'est Philippe Leray qui a poussé cette idée-là auprès de Bruno Le Maire, qu'il fallait à tout prix inclure le domaine maritime dedans. Donc, le Pays d'Auray, c'est lui qui a porté le fait que dans la loi NOTRe, on parle d'expérimentation aussi dans le domaine maritime et non pas que dans le domaine terrestre. Voilà, donc voilà, je pense que c'est important de le souligner. Sans ça, toutes les expérimentations qu'on peut faire, on travaille sur ces sujets-là, sur l'innovation. Et la loi NOTRe, aujourd'hui, elle nous ouvre des portes énormes, mais grâce à l'intervention
de Philippe Loret il y a quelques années. Merci pour cette conclusion. Donc, on va retenter l'expérience il faut que tu départages ton écran, faut que tu arrêtes le partage